Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le programme de 4e. Donc les 6e, c'est pas pour vous. Donc aujourd'hui, un nouveau chapitre, poids et masse. Ce nouveau chapitre fera l'objet de 3 vidéos, dont la première est celle-ci. Le titre de cette vidéo, c'est le poids et une action à distance qui affecte tout corps présent à proximité d'une planète. Puis viendra la deuxième vidéo qui s'appelle le poids et la masse, différences et relations. Troisième vidéo, c'est une tâche complexe regroupant ce chapitre et ainsi que le précédent. Donc aujourd'hui, Quentin, le poids est une action à distance qui affecte tout corps présent à proximité d'une planète. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie, c'est un rappel de 5e des notions que vous avez vues durant le confinement. C'est la différence entre des actions de contact et des actions à distance. Puis après, nous allons parler précisément du poids, qui est une action à distance. Et après, pour finir, l'influence de la masse de la planète où on va comparer le poids sur Terre avec le poids sur la Lune. Donc, pour commencer, donc Quentin, action de contact et à distance. Et pour cela, je vous propose une petite expérience, comment déplacer une pile. Le premier point qui sera abordé dans cette vidéo est la différence entre les actions à distance et les actions par contact. Cette notion, vous l'avez vue en 5e, durant le confinement, si je ne dis pas de bêtises. Mais comment on va utiliser cette notion ici? Je préfère revoir cela avec vous. Comment va-t-on faire voir cette différence? Simplement en bougeant quelque chose d'aussi banal qu'une pile. Donc vous voyez sur mon support une pile qui est le plus classique et on va essayer de faire bouger cette pile en faisant une action de contact et aussi dans un deuxième temps en faisant une action à distance. Donc ici l'action contact, ce sera mon doigt qui pousse la pile. Donc rien de plus banal entre guillemets comme action. Le doigt est en contact avec la pile et le pousse et donc le déplace. Maintenant je vous propose une deuxième vidéo où je vais déplacer la pile avec une autre forme de force. Et celle-ci, ce sera une force à distance. Vous voyez le matériel nécessaire pour faire cette expérience. Une pile, des aimants et une bobine. Vous avez pu voir que la pile et les aimants étaient attirés l'un par l'autre sans qu'il y ait contact physique entre eux. Donc force à distance. Vous voyez que la pile se déplace à l'intérieur de la bobine sans qu'il y ait de contact entre elles et sans qu'on ait vraiment envoyé la pile dans la bobine. Là, on peut faire des choses beaucoup plus fun, comme vous pouvez le voir maintenant. Cette expérience est un bon exemple de ce qu'on appelle des forces à distance, c'est-à-dire des actions qui agissent sans qu'il y ait contact physique. Il y a attraction, c'est-à-dire qu'un objet est attiré par un autre sans qu'il y ait vraiment contact entre eux. Voilà ce qu'on peut résumer sur le cahier. Donc en rouge, Quentin, action de contact et à distance. En noir. Une action mécanique peut être de contact si l'auteur doit toucher le receveur pour agir sur lui, entre parenthèses, ou à distance, entre parenthèses, s'il y a action sans qu'un contact direct entre les deux objets soit nécessaire. Deuxième point, une action de contact est dite localisée si le contact entre l'objet soumis à l'action et l'objet qui effectue l'action se produit en un point.
Répartie, c'est la zone de contact est importante. Par exemple, pour avancer la pile, j'ai appuyé sur un seul point. Par contre, si je veux par exemple pousser un objet, une porte par exemple, eh bien j'ai parfois besoin du contact avec l'entièreté de ma main sur la porte. Et donc la surface de contact entre ma main et la porte est répartie sur l'entièreté de ma main. Maintenant, je vous propose un petit exercice très rapide et très simple. Il s'agit de déterminer, suivant les trois cas qui sont proposés, un aimant qui attire une bille en fer, une personne qui pousse une voiture, ou le vent qui exerce une action sur les voiles d'un bateau, déterminer si ces trois actions sont deux contacts localisés, répartis, ou est-ce une action à distance. Il suffit de mettre une croix dans la bonne case. Donc mettez la vidéo en pause, le temps de vous permettre de répondre à l'exercice, puisque va venir tout de suite les réponses. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de contact entre l'aimant et la bille, donc il s'agit d'une action à distance. Et il faut savoir qu'une action à distance agit sur la totalité de l'objet qui subit cette action. Donc c'est la totalité de la bille qui va subir l'influence de l'aimant. Maintenant, pour la personne qui pousse une voiture, vous voyez qu'il y a contact entre la personne et la voiture. Donc il s'agit d'une action de contact. Mais cette action, elle est localisée à l'endroit où la personne pousse la voiture. Le vent exerce une action sur les voiles d'un bateau. Eh bien, il s'agit d'une action de contact, parce qu'il y a contact entre le vent et la voile. Par contre, le contact est réparti sur la totalité de la voile. Donc il s'agit d'une action de contact répartie.据我了解呢，该型火箭采用特殊的技术设计，绝大部分器件将在载入过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的概率极低。相关的主管部门将及时对外通报情况。Sur la droite représente la Terre, et qui puis représente tout objet, par exemple un être humain, une pomme, etc. Et vous voyez bien que les mots atypiques, comme la Terre, attirent tous les objets, tous les chutes que vous avez pu voir. Je vous propose de résumer ce qu'on vient de voir sur le cahier. Donc en rouge, grand 2, le poids, 2 points, un exemple d'action à distance. La Terre attire tous les objets qui se trouvent dans son environnement, c'est-à-dire sur elle, dans l'atmosphère et aussi autour d'elle. C'est pour cela que vous voyez, entre parenthèses, même la Lune. Et nous verrons comment la Lune est affectée et attirée par la Terre par la suite. Puis vient en rouge la définition du poids. On appelle cette action le poids de l'action concernée, c'est-à-dire, prenons un cas concret. Par exemple, une pomme qui se décroche d'un pommier. Cette pomme va tomber parce qu'elle est attirée par la terre. Eh bien, cette attraction, cette action de la terre sur la pomme, c'est le poids de la pomme. Donc tout objet qui tombe est à cause de son poids.
Le poids, c'est l'action de la Terre sur un objet. Et cette action est une action à distance. Maintenant, nous allons parler des caractéristiques du poids, qui sont au nombre de 4. Pour cela, on va exploiter une vidéo très courte faite par des collègues. Il s'agit de la chute d'une pomme d'une hauteur de 1,15 m et d'une hauteur de 2,50 m. Vous allez voir tenu par l'opérateur un mètre roulant. Ce mètre roulant permet de voir les différentes hauteurs de chute, mais aussi ce mètre va nous aider à bien voir les différentes caractéristiques du poids. Premier essai, nous sommes à 1,15 m du sol. Go! Deuxième essai, nous sommes à 2,50 m du sol. Voici un arrêt sur image lors de la chute de la pomme d'une hauteur de 1,15 m. Le mètre ruban tenu par l'opérateur est positionné de manière verticale par rapport au sol. Je vous propose d'observer les différentes positions prises par la pomme au cours de son mouvement. Que peut-on dire de ces différentes positions les unes par rapport aux autres? Eh bien, ces différentes positions sont alignées. Et la droite qu'on observe en les reliant est parallèle au mètre ruban. Donc cette droite est aussi verticale par rapport au sol. Cette droite s'appelle la direction. Et la direction est la première caractéristique qu'on doit donner à une action. Et pour le poids, la direction du poids est verticale. La deuxième caractéristique qu'on doit donner à une action, c'est le sens. Or, la pomme tombe. Elle va vers le bas. Donc, la deuxième caractéristique du poids, c'est qu'il est orienté vers le bas. La troisième caractéristique pour une action, c'est son point d'application. Or, ici, le point d'application du poids est sur la pomme entièrement. C'est toute la pomme qui tombe en même temps, de la même façon. Il s'agit d'une action à distance. Donc, le point d'application, c'est la pomme dans sa totalité. Si à un moment je voudrais le représenter, je vais utiliser le centre de gravité de l'objet, ici la pomme, pour le représenter. Voilà ce qu'on va écrire sur le cahier. Les caractéristiques du poids. La première chose qu'on va noter, c'est sa direction. Elle est verticale. Puis le sens. Le sens vers le bas. Son point d'application sur l'objet, ici la pomme en entier. Et je vais spoiler la deuxième vidéo, son intensité, P est égal à M fois G. J'en dirai pas plus parce que cette relation, la signification des différents termes, en fera l'objet de la deuxième vidéo. Maintenant, on va passer au camp 3. Donc, en rouge, camp 3, influence de la masse de la planète. L'attraction qu'exerce une planète sur les objets se trouvant dans son environnement dépend de la masse de la planète. Plus celle-ci est massive, donc plus la masse de la planète est importante, plus cette action, qu'on appelle en physique une force, est grande. Et par conséquent, il est plus difficile de détacher cet objet du sol de cette planète. Je vous propose de visionner une vidéo de la chaîne Sympa qui compare les différentes hauteurs de saut dans différents corps célestes de l'univers. Il faut savoir que sur Terre, un saut moyen d'une personne est de 50 cm. Et vous allez voir quelle hauteur de saut on peut arriver sur différents corps célestes, c'est-à-dire la Lune, le Soleil, les différentes planètes, les différentes lunes des planètes, etc. La gravité est ce qui maintient tes pieds fermement au sol. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent sauter qu'à une hauteur d'1/2 mètre. Mais que se passerait-il si nous devions vivre sur une autre planète?
Disons Vénus ou Saturne. Découvre ici les difficultés que nous rencontrerions. Nous allons d'abord aller voir du côté de Mercure, car elle est la plus proche du Soleil. La gravité sur cette planète est inférieure à la moitié de celle de la Terre. Tu pourras donc sauter à environ 1,2 mètre de hauteur. Enfin, si tu peux supporter les températures. Du côté ensoleillé, la chaleur atteint 427 degrés Celsius. C'est un peu comme si tu étais enfoncé jusqu'au cou dans la lave rouge sombre des pentes d'un volcan. Eh oui! Et la nuit ne t'apportera pas un grand répit. L'air brûlant se refroidit rapidement, tombant à moins 173 degrés Celsius. Il faudra aussi que tu sois patient, car une journée sur Mercure dure 176 jours terrestres. Sautons donc de cet endroit inhospitalier vers Vénus, qui est encore moins accueillante. Tu pourrais voir la Terre de cette planète s'il n'y avait pas cette masse tourbillonnante de nuages au-dessus. Ils sont à l'origine d'un monstrueux effet de serre, ainsi que d'une immense pression atmosphérique. Si tu essayais de sauter, tu ne dépasserais pas les 0,6 mètres de haut, car la masse et la taille de la Terre et de Vénus sont presque similaires, Vénus étant un peu plus petite. Malgré les températures constantes d'une fournaise ardente, la pluie ici ne te serait d'aucun secours. Les nuages là-haut sont faits d'acide sulfurique. Nous allons maintenant sauter notre planète natale pour nous diriger vers son satellite, la Lune, comme tu l'auras deviné. Ici, la gravité est inférieure à 1/5 de celle de la Terre. Donc si tu sautes, tu t'élèveras de presque 2,70 m dans les airs et tu ne retomberas sur le sol qu'au bout de quelques secondes. Il est difficile de croire que ce morceau de roche spatiale désert provoque des marées sur la Terre. Et si tu restes sur la Lune suffisamment longtemps, disons quelques millions d'années, tu verras qu'elle s'éloigne progressivement de notre planète. Notre prochaine destination est Mars, la planète rouge. Ici, un saut vertical te porterait à environ 1,20 m dans les airs. S'il y avait de l'air, bien sûr. Mars a une atmosphère, mais elle est beaucoup plus ténue que sur la Terre. Si tu restes ici jusqu'au soir, tu pourras t'émerveiller devant un magnifique coucher de soleil bleu. Et tu verras probablement une montagne, le mont Olympe, le plus haut du système solaire. Il fait presque 3 fois la hauteur de l'Everest. Et c'est aussi un volcan d'ailleurs. Sautons de Mars à Phobos, l'une des 2 lunes de cette planète. Accroche-toi bien et ne sois pas tenté de sauter. Ici, la gravité est si faible que tu ne redescendrais pas. Phobos est toute petite par rapport aux autres lunes du système solaire, pas plus grande qu'un gros astéroïde. Elle est aussi presque 100 fois plus proche de sa planète que notre lune de la Terre. Et elle est condamnée à s'en rapprocher dangereusement et à s'y briser. Les scientifiques pensent que Mars sera alors entouré d'anneaux, un peu comme Saturne. Maintenant, dirigeons-nous vers cet objet bizarre qu'on appelle Cérès. Il s'agit du plus grand astéroïde du système solaire, si grand qu'il a été finalement classé comme une planète naine. Il est presque exactement à mi-chemin entre Mars et Jupiter, quelque part dans la ceinture d'astéroïdes principale. Si tu sautes ici, tu seras porté à presque 16 mètres et tu retomberas lentement. Cérès est si massif qu'il représente 1/3 de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. Avance rapide jusqu'à notre arrêt suivant, Jupiter. Comme cette planète est une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide, donc il est inutile de songer à sauter ici. Mais si c'était possible, tu n'arriverais qu'à une hauteur d'environ 20 cm. Jupiter est 10 fois plus grande que la Terre et 300 fois plus massive, sa gravité est donc énorme. Sa surface est également en proie à une tempête perpétuelle qui fait rage depuis au moins 4 siècles. Bien qu'elle perde de l'ampleur avec le temps, elle pourrait à l'heure actuelle engloutir notre planète entière. Notre prochain arrêt est Ganymède, la plus grande des lunes de Jupiter. Elle est solide, donc tu peux facilement sauter et tu atteindras une hauteur de plus de 3 mètres. Cette lune est plus grosse que Mercure, mais sa masse est nettement plus réduite, ce qui rend sa gravité plutôt faible. Ganymède est recouverte d'une épaisse couche de glace, et sous cette couche se trouve un noyau de métal liquide. C'est pourquoi Ganymède est la seule lune à avoir un champ magnétique assez fort. Maintenant, nous allons visiter Saturne, la 2e géante gazeuse du système solaire. Elle n'est que légèrement plus petite que Jupiter. Elle pourrait en quelque sorte être l'équivalent de 9 terres et demie, mais beaucoup moins massive. Si elle possédait une surface solide d'où sauter, tu t'envolerais à 40 cm dans les airs, presque aussi haut que sur notre planète. Saturne est surtout connue pour ses anneaux, qui sont des particules de poussière et de glace résultant d'impacts avec différents objets spatiaux. Elle tourne si vite autour de son axe qu'elle s'est aplatie pour prendre une forme presque oblongue, et elle possède 62 lunes, seulement 5 de moins que Jupiter. Allons à présent explorer l'une d'entre elles. En continuant, nous arrivons donc sur la plus grande lune de Saturne, Titan. En sautant à sa surface, tu atteindrais une hauteur d'un peu moins de 3,30 m. L'atmosphère de cette lune est très particulière.
Elle est lourde et se compose principalement d'azote, ce qui donne à ce satellite une apparence brumeuse. Elle est presque entièrement composée de glace, mais il y a aussi de la roche en dessous, et il semblerait qu'il y ait également de l'eau dans ses profondeurs, près du noyau. Et une chose étonnante est la présence de cryovolcans à la surface de Titan, des volcans qui crachent de la glace et non de la lave. Notre itinéraire nous conduit maintenant sur Uranus, une autre géante, sauf qu'ici, tout est de glace. En fait, elle ressemble beaucoup à Jupiter et à Saturne, mais elle a beaucoup plus de glace dans son atmosphère et son manteau. En sautant, tu atteindras une hauteur d'environ 60 cm. Uranus a aussi la température minimale la plus basse de toutes les planètes du système. À moins 227 degrés Celsius, elle est plus froide que l'azote liquide, donc tu gèleras immédiatement en arrivant. N'oublie donc pas ta doudoune. Notre parcours continue jusqu'à Neptune, la sœur jumelle d'Uranus. C'est aussi une géante de glace, et bien qu'elle soit un peu plus petite en taille, elle est beaucoup plus massive. À cause de sa masse, la gravité ici est aussi très impressionnante. Tu ne pourrais sauter que de 40 cm. Une année sur Neptune équivaut à presque 165 années terrestres, car elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. En fait, il s'agit de la dernière planète connue du système solaire. Mais notre voyage n'est pas encore terminé. Nous voilà à présent sur Triton, l'une des lunes de Neptune. Ici, la gravité est plutôt faible. Du coup, un seul bond te permettrait d'atteindre facilement une hauteur de 5,80 m. Triton est la seule lune qui se déplace sur une orbite rétrograde, c'est-à-dire en sens inverse du mouvement de Neptune autour de son axe. La surface de ce satellite possède une caractéristique unique appelée peau de cantalou, pour sa ressemblance avec un melon. Notre arrêt suivant est la sombre et solitaire Pluton, autrefois connue comme la 9e planète, mais aujourd'hui considérée comme une simple planète naine. Sa gravité est un peu plus faible que celle de Triton, et tu pourrais sauter à plus de 7,60 m de hauteur. Pluton n'est pas suffisamment grosse pour être une planète à part entière. Elle est plus petite que de nombreuses lunes, dont la nôtre. Son atmosphère apparaît et disparaît par intermittence. Lorsque Pluton est proche du Soleil, la glace à sa surface s'évapore pour former son atmosphère. Mais dès qu'elle s'en éloigne, la couche de gaz disparaît. Alors, retiens ton souffle. Et enfin, notre dernier arrêt. Nous sommes sur Eris. Il s'agit d'une planète naine qui se déplace dans la ceinture de Kuiper, une deuxième ceinture d'astéroïdes 20 fois plus étendue que celle que l'on trouve entre Mars et Jupiter. Sauter à la surface d'Eris te porterait à environ 5,50 m de haut. Cet objet est en fait la raison pour laquelle le terme « planète naine » est apparu pour la première fois. Les astronomes voulaient au départ la désigner comme la 10e planète du système solaire, mais ils se sont ravisés. Et s'ils n'avaient pas changé d'avis, qui sait, peut-être notre système solaire aurait-il compté encore plus de planètes par la suite. Mais sache ceci, il importe peu à l'univers que nous appelions tel ou tel objet une planète ou non. Pour lui, ça ne fait aucune différence. Pour finir cette vidéo, je vous propose ce petit bilan qui est noté sur le cahier. Ce que je dois retenir de cette vidéo. Premier point, le poids est l'attraction qu'exerce une planète, pour nous la Terre, sur tout objet se trouvant dans son environnement. Deuxième point, le poids est une force qui est exercée à distance. Troisième point sont les caractéristiques du poids. D'abord, sa direction, verticale. Deuxièmement, le sens, vers le bas. Troisièmement, le point d'application, normalement sur l'objet en entier, mais on peut parfois le simplifier en ne considérant que le centre de gravité de l'objet. Dernier point, l'intensité, P égale M fois J. Cette dernière relation fera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.